C'est commencé. Donc, bonjour à tous. On a lancé l'enregistrement, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas présents de pouvoir revisionner la vidéo. Donc, bienvenue au Salon du Carrefour Immobilier, salon que l'on fait tous les 2 mercredis. Donc, tous les 2 mercredis, vous pourrez accéder gratuitement à ce salon. C'est plutôt un salon de discussion. Donc, comme dans un salon, hein, imaginez que vous étiez dans mon salon ou dans le salon de Jacques. On vous invite grandement à allumer votre caméra afin qu'on puisse vous voir. Ça ne va pas être une présentation, ça va être plutôt un salon de discussion. Donc, l'idée, c'est de discuter tous ensemble. Donc, allumez votre caméra, allumez votre micro si vous n'avez pas de bruit parasite. Ça va permettre de discuter ensemble et puis d'échanger sur le sujet de la prospection. Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, on vous parle quand même d'un événement qu'on fait demain, qui est un événement gratuit. On fait un 5 à 7 à Mont-Tremblant. Si vous êtes dans le coin de Laurentide, si vous voulez faire la route, et d'ailleurs, curieusement, il y a beaucoup de gens de la Rive-Sud qui viennent nous voir. Donc, demain, on fait un 5 à 7 à Mont-Tremblant. Si vous êtes intéressé, il y a un événement qui est sur Facebook. Peut-être que Jacques, on pourra partager également le lien à tout le monde si vous voulez venir nous voir. Donc, demain, on fait un 5 à 7. C'est gratuit, c'est à Mont-Tremblant. Donc, vous avez envie de nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de vous parler. Donc aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, hein, c'est de parler de vos défis de prospection. Si vous nous connaissez, vous connaissez notre spécialité. Pour le bénéfice de ceux qui ne nous connaissent pas, on ne va pas parler de multi, on ne va pas parler de chalet, on ne va pas parler de terrain, on ne va pas parler de flip. On va parler uniquement de prospection dans le but de faire du sauvetage immobilier. Donc, j'espère que vous êtes venus pour ça, parce que si vous voulez parler d'autre chose, vous allez être déçus. On ne va pas parler de ça. On va parler uniquement de prospection dans le but du sauvetage immobilier. Donc, le sauvetage immobilier, qu'est-ce que c'est, hein? C'est souvent des clients qui sont concernés par des avis de 60 jours, par des hypothèques légales, par des prêts à haut taux d'intérêt. Bon, il y a plein d'autres exemples de sauvetage immobilier, plein de possibilités d'aider les gens à garder leur maison. Et d'ailleurs, la mission du Carrefour Immobilier, c'est d'aider les gens à conserver leur maison, d'aider les familles québécoises à conserver leur maison. Donc, c'est notre mission. Donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un peu envie de savoir un petit peu quels sont vos principaux défis. Quels défis vous rencontrez en particulier lorsque vous faites de la prospection, lorsque votre but est d'aller prospecter des gens, là. On aimerait connaître un petit peu vos défis. Donc, on arrive dans une première phase, on va dire, de discussion où la parole est à vous. On aimerait savoir un petit peu plus quels défis vous rencontrez, puis comment nous, est-ce qu'on peut vous aider à les résoudre. Je peux me lancer. Oui, vas-y, Félix. Ouais. J'ai pas de défi en particulier parce que c'est pas vrai, mais dans le sens où j'ai pas encore commencé une prospection très active. Ça fait peut-être un petit 6 mois qu'avec ma sœur, on a commencé à faire une prospection pour les avis de 60 jours. C'était avant que je devienne courtier et qu'elle aussi, elle embarque, elle vient de passer son examen. Et notre objectif, c'était de trouver des maisons à flipper. Maintenant, avec une licence de courtier, ma vision de la chose, c'est d'aller chercher des avis de 60 jours, de les contacter avec des solutions. Ça peut être la vente, la mise en marché, ça peut être la vente hors marché ou ça peut être le sauvetage comme ce que vous faites. Et puis probablement, ça finirait par être une référence vers vous. Et donc ça, c'est comme une sorte de one-stop shop pour les gens que je vais contacter dans mon secteur. Et le défi qu'on a eu jusqu'à présent, c'est dans un premier temps d'évaluer, on va dire, les propriétés et puis par la suite, de les contacter. On a fait quelques routes, on a allé cogner aux portes, on a envoyé des lettres. Il y a quelques personnes qui nous ont contactés. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de défi de blocage, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à amélioration. Donc, c'est pour ça que je suis là. Bon, c'est un bon point que tu apportes un peu, Félix. Je pense que tu as encore un petit peu de chemin à faire pour être confronté aux défis que tu vas rencontrer. Mais on peut peut-être te parler un petit peu des types de défis que tu vas rencontrer, hein. Tu parlais d'aller voir des clients qui ont des avis de 60 jours ou qui ont malheureusement une situation qui peut être difficile. Euh, Avant de dévoiler un peu tout ça, j'en ai quelques-uns dans la salle qui ont fait de la prospection. C'est quoi par rapport à ce qu'a dit Félix, à votre avis, à quoi il va être confronté? Quel défi il va faire face? Qui c'est qui a une idée? Moi, je le sais, mais Vous pouvez m'effrayer, vous inquiétez pas. non, c'est pas le but de Je suis t'exprimer. motivé. Donc. C'est le but d'anticiper, hein. Un bon prospecteur, c'est quelqu'un qui anticipe un petit peu, qui connaît les problèmes avant qu'ils arrivent, hein. Plus on est capable de les anticiper, plus on va être meilleur. Ah, on n'est pas là pour vous décourager, on est là pour vous motiver. C'est vrai. Le 3/4 des clients, ils essayent de vendre tout seuls en partant parce que justement, ils ont besoin de sous. Fait qu'ils se disent qu'un
un courtier immobilier, ça viendrait sauver. Sauf que des fois, ils ne sont pas dans le prix, puis ils ne sont pas justes non plus. Mais moi, j'aime bien ça quand les clients, même, regarde, je le fais gratis en plus avant, là. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que moi, j'ai beaucoup de clients que je réfère justement parce qu'ils ont des problèmes financiers. Puis c'est pour la raison qu'eux voulaient vendre la maison, mais que je le trouve un prêt autre, justement pour qu'ils soient capables de garder leur propriété. Ah, mais toi, tu mets le doigt dessus, là, donc le désir numéro 1 du client qui est concerné justement par un avis de 60 jours. Je te pose la question à toi, Philippe. Félix, à ton avis, c'est quoi son désir numéro 1? C'est quoi qu'il veut? Il a un avis de 60 jours, c'est quoi qu'il veut faire? Son premier désir? Mais à mon avis, c'est de s'enlever la banque du dos puis de régler sa situation financière. Je ne dirais pas qu'il veut la vendre parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas de la vendre. À mon avis, ma perception, c'est que si quelqu'un doit la vendre, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment mal pris ou qui peut-être un divorce et tout, puis il veut juste passer à autre chose. Mais selon moi, de mon feeling, ils veulent la garder puis ils veulent s'enlever la banque. Donc, c'est un bon point. Puis, c'est exactement ça qui va se passer. C'est qu'en général, sur la moyenne, sur 10 portes que tu vas taper qui sont concernées par ce type de problème, tu en as entre 8 et 9 qui vont vouloir garder leur maison. C'est ça. Il y en a peut-être C'est ça qu'on a remarqué. Oui. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué jusqu'à présent, peut-être pas dans ces proportions parce que j'en ai pas fait assez, mais effectivement, les gens, c'est non, je veux pas vendre. C'est ça, exactement. Donc, l'idée, c'est plutôt développer des aptitudes pour leur dire, bah oui, justement, je viens de te voir pour t'aider à garder ta maison. Et il y a des solutions pour que tu gardes ta maison. Mhm. C'est ça le but, parce que plus on va aller dans son désir, plus le client va être ouvert à nous écouter. Si on y va à l'inverse dans notre désir à nous, qui n'est pas celui du client, qui est d'acheter la maison, bah, au final, on risque d'avoir des Que ça soit aligné. Oui, premier défi, bah, ça va être celui-là. Donc, Félix, tu le verras avec la pratique. Je te laisserai faire entrer les gens, Jacques, quand ils vont. Je m'en occupe. Excellent. On a Jean qui vient de nous rejoindre. Salut Jean. Et Marie-Christine. Et Marie-Christine. Salut Marie-Christine. Super. Donc oui, 9 personnes sur 10 veulent garder leur maison. Est-ce que justement, par rapport à ce qu'a dit Philippe, est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres défis justement ou un défi similaire lorsqu'ils font du porte-à-porte? Oui, Jerry. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est que oui, tu as raison que 9 personnes sur 10 veulent garder ta maison, mais 9 personnes sur 10 vont refuser ton aide, vont dire que tous les problèmes sont réglés. C'est ça qui est vraiment dur à aller cerner. Ouais. Tout Ils à vont fait. tous se dire non, tout est réglé, tout est correct. Mais Ouais, il va ouais, garder sa ça fait maison, mais partie il de- est réglé, là. Il va attendre jusqu'à la dernière minute. Puis là, il va peut-être t'appeler, il va être trop tard. Mais si Bah, on ça, jette- Nous, on a identifié à peu près, tu me corrigeras, Raphaël, une quinzaine d'objections qui sont les plus communes et les plus souvent ouais. amenées par les clients. C'est souvent j'ai vendu, j'ai trouvé une solution, j'ai pas besoin d'aide, ou il y a un déni là-dessus. Là. mais si Alors, on ben, il y a des techniques pour briser cette barrière-là. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est qu'à chaque fois que tu vas voir quelqu'un, c'est pas de lui balancer quelque chose, mais c'est de l'écouter pour s'assurer qu'on connaît bien les besoins des gens. Mais là, vous les connaissez, le besoin principal des gens, c'est de rester dans la maison. Là. Tout à l'heure, Saïd nous a dit garder la maison, c'est bien. C'est effectivement ce qu'ils veulent, le désir qu'ils ont, mais le besoin qu'ils ont, c'est de rester dans la maison parce que on sait, dans un contexte comme aujourd'hui, avec un crédit défait, trouver un logement, se ramasser à logement plutôt que de rester chez soi, c'est quand même un gros défi. Les gens le savent. Alors, si vous arrivez avec une solution ou avec une intention de les garder chez eux, vous allez avoir de l'écoute. On ne va pas vous fermer la porte. Hein. Juste pour rebondir sur le point de Jerry, quand tu parles du déni, on s'est confronté à quelques situations, puis des fois, je me dis que oui, il y a sûrement du déni, puis des fois, je me dis, il y a peut-être aussi de l'ignorance. Les gens ne savent pas c'est quoi vraiment l'impact de la lettre qu'ils ont reçue ou de leur situation, puis ils disent, oh, c'est correct. Nous, on était tombé sur une succession,
Et puis la dame, elle dit non, c'est réglé, moi je paye mon hypothèque et tout, mais il y avait eu un problème dans le transfert de documents et tout. Puis ça nous a pris de faire l'enquête pour lui expliquer c'était quoi la situation. Tout à fait. C'est un On a le très bon- rôle en de fait, il y a conseil. des très bons points qui ont été mis dessus. Donc, le déni et justement l'ignorance. Souvent, ce qui se passe, on a eu un dossier d'ailleurs qu'on est en train de closer ce matin, qui va être justement un sauvetage immobilier. On avait une cliente qui nous avait contacté il y a quelques mois en arrière, pour dire bah, voici ma situation et je me cherche un financement. Donc, on lui a dit qu'il n'y avait pas de financement possible et que la solution, c'était éventuellement un sauvetage immobilier dans le but d'achat-rachat. D'accord? Ah, et moi, je veux rien savoir de ça, et je vais trouver des solutions, et blablabla, blablabla. Bah, nous, on le sait. Ce qui va se passer, c'est que la solution, il n'y en aura pas. D'accord? Mais ça fait partie d'un comportement de l'être humain de dire, bah, non, c'est pas perdu, je sais que je vais trouver quelque chose. Donc, elle allait chercher de son côté. Et tout le monde lui a dit, ce qui était très, très drôle, c'est que tout le monde lui a dit, non, mais pour ça, il faut que tu ailles voir le Carrefour. Pour ça, il faut que tu ailles voir le Carrefour. À la fin, elle est venue vers nous et du coup, j'ai parlé à trois ou quatre personnes différentes qui m'ont dit de venir te voir vous, parce qu'il n'y a que vous qui êtes capable de faire ça. Mais tout ça pour dire, c'est que la cliente, au début, comme Jerry, tu le vis toi aussi, c'est que dans leur tête, ils pensent qu'il y a des solutions. Et c'est correct de penser comme ça. Et des fois, ils ont besoin de… je ne sais pas si vous connaissez l'expression qu'on dit à un enfant, là, avant qu'il ait peur du feu, il a besoin de te brûler une fois ou deux là, pour comprendre que le feu, ça brûle vraiment. Là. Bah, des fois, les clients, c'est comme ça aussi. C'est qu'ils ont besoin de dire, bah, ok, non, mais je vais me débrouiller. Puis là, au bout d'un moment, finalement, j'ai cherché dans tous les sens et il n'y a rien qui se passe. Donc, je veux bien t'écouter maintenant. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, il y a différentes approches et puis dépendant de la relation que vous allez développer avec le client, soit vous avez l'opportunité de lui expliquer un petit peu ce qui risque de se passer. OK? Parce que souvent, ce qu'il faut remettre dans le contexte, ce qui est très, très, très important dans ce genre de situation, c'est qu'il y a tout le temps un sentiment d'urgence. Et il faut remettre en contexte le sentiment d'urgence. C'est-à-dire, je comprends que vous allez chercher des solutions et je comprends que tu vas te débattre dans tous les sens pour trouver une solution. Mais là, on a un avis de 60 jours. D'accord ? Ce n'est pas un avis de 120 mois, c'est un avis de 60 jours. Donc, il va falloir trouver des solutions rapidement, là. Parce que du moment où le délai expire, bien entendu, il y a d'autres processus pour se rendre jusqu'à la saisie de la maison, mais ça ne va pas durer 10 ans. Quoi, donc, il va falloir trouver une solution. Donc, toujours, l'idée, c'est de remettre un petit peu dans l'urgence et de dire, bah, tiens, si tu veux vraiment garder ta maison, tu peux chercher où tu veux, mais les solutions, c'est nous qui les avons. Raphaël, si je peux me permettre une question, dans quelle proportion est-ce que les dossiers que vous travaillez, par exemple, dans quelle proportion est-ce que les gens ils comprennent dès le début et puis ils y vont et les autres ils attendent dernière minute, juste par curiosité? Mais je vais te poser la question autrement. Excuse-moi, je vais te poser la question autrement. À qui ça arrive 2 fois dans sa vie? Ça vous arrive jamais dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Là. La réponse, c'est presque nul. Là. Okay. S'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche, il y a un problème. OK, je comprends. C'est qu'on risque de le refuser parce que c'est un récidiviste et les récidivistes, on ne les prend pas. OK. C'est un bon point, Félix, que tu apportes, c'est que oui, il y a l'ignorance dans le dossier, puis après, tu as différents profils de prospects. Dans la majorité des cas, ils sont perdus dans la situation. Parce que dans la majorité des cas, ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est tout le temps des bonnes personnes. Et ils ont toujours été confrontés à un des 3 problèmes que je vais citer. C'est la perte d'emploi, maladie, séparation. Tout le temps la même chose. Donc, à chaque fois, ils ont eu un problème de vie qui les a emmenés dans cette situation. Donc, l'idée, si l'approche inspire confiance et qu'on va leur dire, écoute, on va trouver des solutions pour que tu gardes ta maison. Le but, nous, c'est pas de l'acheter, c'est pas de la vendre, hein, c'est que tu la gardes ta maison. Donc, nous, notre avantage, c'est que c'est la mission du Carrefour. Donc, notre mission, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. On va faire tout ce qui est notre possible pour t'aider à la garder. Mais si ce n'est pas possible de la garder, on va te le dire que tu ne peux pas la garder. Donc, juste pour ton point, quand tu parlais de récidiviste, donc si on tombe sur quelqu'un que c'est la 2e, 3e fois, même pas besoin de vous la référer.
Alors, je dirais toujours regarder le dossier. Hein, c'est la meilleure recommandation que je dirais à un prospecteur débutant. Prends ton avis chez la personne qui a plus l'habitude que toi pour qu'on puisse scanner le dossier. Ce qu'on va dire en récidiviste, c'est que des exemples, on a vu, je ne sais pas, Jacques possède une maison qu'il a revendue à une société. Cette société l'a revendue à Jacques, qui l'a revendue à son fils. Et son fils. Quand il y a des stratagèmes un petit peu dans le registre foncier qu'on voit là, on n'aime pas trop ça. Quand on voit que c'est habit 60 jours, c'est payé, réhabit 60 jours, c'est payé, réhabit 60 jours, on voit que ça traîne le créancier, là. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne va pas trop aimer, là. Mais toujours pareil, on a besoin d'avoir une analyse du dossier, de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, là? On a besoin d'avoir une bonne histoire. Ok, donc, ce n'est pas noir ou blanc, c'est vraiment du cas par cas. Ah, c'est du cas par cas. Il y a deux quand même radios qu'on fait, un peu comme un médecin, là. Lorsqu'un prospect vient chez nous, on va faire deux grandes radios. La première radio, c'est l'index aux immeubles. Donc, on va vérifier l'index aux immeubles. Donne-moi ton index aux immeubles, je te dirai qui tu es. La deuxième radio, c'est le bureau de crédit. Donc, nous, on est accrédité Equifax, donc on peut sortir le bureau de crédit avec l'autorisation du client, sortir leur bureau de crédit. Donc là, on va pouvoir voir également ses habitudes de paiement et son comportement de paiement. Donc, avec ces deux choses-là, là, on a quand même une vision de dire est-ce que c'est un accident? Et des accidents, ça arrive et tout le monde a droit à une deuxième chance. Ou est-ce que c'est une personne où c'est sa vie de faire ça, là, et puis là, dans l'absolu, on ne va pas remarquer en étant le prochain créancier qui va se faire abuser de la situation. Ok, parfait. Super. Mais nous, on a mis en place, c'est un développement qui finira jamais, là, mais on est en train de développer un outil pour justement identifier les clients qui sont dans le registre foncier qui pourraient être des candidats intéressants pour nous. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un candidat intéressant pour nous? Candidat intéressant pour moi, c'est pas un avis de 60 jours. Un avis de 60 jours, pour moi, il est rendu tard. Il est rendu dans un système informatique, genre mon prospecteur, où tout le monde a accès à l'information. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Là. Je ne dis pas que l'outil n'est pas bon, l'outil est extraordinaire. Mais pour moi, il est déjà trop tard. Quand il y a un avis de 60 jours, beaucoup de gens sont au courant. Vous avez tous parlé d'avis de 60 jours tout à l'heure. C'est les premières personnes que vous allez contacter. Mais dites-vous qu'avant qu'il y ait un avis de 60 jours, il va se passer d'autres comportements. Ouais. Et puis là, notre outil, lui, nous sert à déterminer quels sont les autres comportements qui vont faire qu'on va arriver avant tout le monde sans compétition. Quand on va cogner aux portes, on va avoir une bonne réception parce qu'il n'y aura pas eu plein de lettres qui sont arrivées avant vous, il n'y aura pas eu plein de gens qui sont passés avant vous. Parce que les gens, ils vous disent j'ai trouvé une solution parce qu'ils veulent se débarrasser de vous. Vous êtes peut-être la 10e, la 15e, la 5e personne qui cogne à la porte. Ils en ont déjà ras le pompon. Là. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui leur a promis quelque chose avant. Donc, si vous vous mettez dans une optique que vous vous placez avant que le problème majeur arrive, vous allez avoir beaucoup d'écoute. Parce que vous allez arriver là-bas avec une solution, une intention, pas une solution, mais plutôt une intention de conseiller et d'accompagner les clients dans leur démarche. Alors, faire de la prospection immobilière, c'est pas juste d'acheter des maisons, les flipper puis les revendre, ou comme vous êtes courtier, d'avoir un mandat pour vendre la maison. Ça peut être aussi de faire du financement, ça peut être aussi faire la location achat, ça peut être aussi justement faire du conseil pour faire une consolidation de dette. Il y a plein de façons de le faire et on peut être payé dans tous ces aspects-là. Je ne sais pas si on va arriver à ce moment-là de combien ça peut gagner un prospecteur. Là. Nous, on l'a estimé. Je pense qu'on peut très bien gagner sa vie à faire ça, mais ça prend une bonne intention, un bon produit, puis une approche qui va faire que vous allez être en avant de la parade et non pas en arrière. Puis, par rapport à ce que tu as dit, Jacques, que de ton client idéal, normalement, il n'a pas encore reçu l'avis de 60 jours, mais à moins d'aller dans le système de la banque, comment est-ce qu'on peut identifier ces personnes? On peut identifier ces personnes-là. En fait, vous avez une grosse botte de foin là, qui s'appelle le registre foncier. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez le registre foncier. Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse? Là? Vous pouvez lever la main. Là? Je dirais peut-être qui ne connaît pas le registre foncier, ça va être plus facile à identifier s'il y en a qui ne connaissent pas le registre foncier. Moi, j'aime ça le monde quand il lève la main. Là, vous voyez, le registre foncier, là, il y a tout l'historique d'un immeuble là-dedans. Puis, dans un immeuble, il y a du monde. Il y a les comportements des gens dedans. Avant un préavis, avant qu'il y ait un préavis, ça se peut qu'il y ait d'autres affaires qui se passent. Okay. Puis on est capable d'identifier assez précisément. Hier, justement, on avait notre rencontre bimensuelle avec notre équipe de prospection. Puis
Il y a quelqu'un à qui on a envoyé une liste la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y avait à peu près une quinzaine de personnes dans la liste. Il est allé les rencontrer. Il y en a qui n'étaient pas là. La moitié, il y a eu un rendez-vous avec eux. Puis, de cette moitié-là, par expérience, on sait qu'il y en a au moins le tiers qui vont signer un mandat avec nous. Donc, dites-vous que s'il y en a une quinzaine, vous en avez 7, puis qu'il y en a le tiers qui close, vous en avez 2-3 clients facilement. Là. OK. Mais ceux-là, ils sont identifiés. Là. On connaît très bien le besoin. On sait tout d'eux. Là. OK. Donc, ce qu'on voit dans le registre foncier, c'est quoi? C'est comme un avis de 30 jours ou Oui. n'importe Non. quoi? OK. Non, En fait, ce que vous voyez dans le registre foncier, là, c'est la grosse botte de foin. Il y a le trésor est dedans, il est caché. OK? Hmm. Alors là, quand on monte la base de données, puis on commence à faire de l'analyse de données, on va faire du profilage de clients, puis on va finir par déterminer lesquels ont un profil qui va peut-être les amener vers la vie 60 jours. Comme par exemple, on a trouvé, là, je ne vous dirai pas qui, comment, mais on a trouvé des prêteurs privés que lorsque les clients vont là, il y en a une chance sur 2 qui vendent la maison dans les 6 ou 9 prochains mois. Pour un courtier immobilier, c'est intéressant parce qu'on est capable de pointer précisément ceux qui ont un fort potentiel de vente et non pas de prendre une rue puis de cogner à toutes les portes pour savoir qui voudrait vendre dans la rue au hasard. Okay? Ça, c'est la méthode longue, difficile et avec plein et hasardeuse. L'autre, avec les avis de 60 jours, c'est du monde très motivé, mais il y a énormément de compétition. Pourquoi on va vous prendre? Puis l'autre, c'est de cibler les clients puis d'aller les rencontrer quand ils ne s'y attendent pas. Des fois, même, vous allez avoir des clients qui vont vous dire « Ah, alléluia, parce que ça m'est arrivé une fois, alléluia, je suis content que vous soyez là. Ça faisait longtemps que je cherchais une solution. J'ai rêvé que cette nuit, que quelqu'un allait m'expliquer comment faire et vous êtes là. » Je suis rentré dans la maison, puis 20 minutes après, c'était réglé. Les contrats étaient signés, puis on faisait une location achat avec les clients. OK. Donc, ça se fait, mais par le data qu'on va transformer en information, puis qu'on va processer pour en faire des connaissances. Puis avec ces connaissances-là, vous allez être capable de cibler précisément vos clients, puis en sachant presque avant d'y aller, qu'est-ce que vous allez leur offrir comme solution. Supposons, Jacques, Oui, je t'écoute, Jerry. supposons, est-ce que Willy serait capable d'aller déceler, supposons, dans la base de données, des récidivistes antérieurs, des choses comme ça, qui pourraient donner un bon... On est en train de lui apprendre ça. Il n'est pas encore rendu à ce niveau-là, mais on est en train de lui apprendre à détecter les personnes, à éliminer ceux qui ont des profils de récidivistes et puis ceux qui ont plus des profils de gens qui vont accepter nos solutions. OK. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui passaient souvent au refinancement. Ouais. Ils devenaient extrêmement des bons clients pour nous parce qu'ils faisaient ça souvent aller au refinancement. Ils ne se ramassaient pas en préavis, ils ne se ramassent pas dans des situations que nous, on ne cherche pas. Ce pas des récidivistes, c'est des gens qui essaient vraiment de trouver une solution. Puis quand on va les voir, là, on leur propose de refaire le crédit, de les accompagner, de les prendre en main puis de retourner dans une banque normale. Bien, ils sont très contents de le faire parce que, il l'a dit tout à l'heure, Saïd ou Félix, que les gens, ils ne savent pas quoi faire. Là. Ils n'ont pas la connaissance pour savoir quoi faire ou ils n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui peut les conseiller pour faire ça. Ils n'ont pas un Jerry à côté de chez eux. Là. Ils n'ont pas un Jerry comme beau-frère. Il y en a un autre beau-frère. Je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais ce n'est pas le bon beau-frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, Des données de conseil, il y en a plein. Ce n'est pas tout le temps les bons. Là. au fond, la meilleure chose qu'on peut faire avec ces personnes, c'est avant toute chose, c'est de les éduquer. La première chose, c'est de les éduquer, de les prendre en main, d'arriver avec une bonne intention, puis de leur donner un produit qui va répondre à leurs besoins. Vous êtes toujours gagnant à ce moment-là. Okay. En fait, l'idée, c'est de régler le problème. Il faut régler le problème chez eux, c'est d'aller dans son désir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux garder ma maison ou je veux baisser mes paiements. Et si j'étais capable de faire ça, est-ce que tu es d'accord pour qu'on regarde? Je ne peux pas dire non. C'est ça le but des clients, le 3/4 du temps. Ouais. Ben oui, c'est presque toujours ça. Même. Mais tout se joue dans les premières secondes de la rencontre. Ouais. Tout parce que, dépendant des mots que vous allez employer, dépendant de ce que vous allez dire, le client va vous faire confiance ou il va fermer la porte. Ah ouais. Et ça, c'est des petits réglages des fois à faire, mais si par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais je tape la porte, je dis bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis courtier immobilier RIMAX. Donc là, déjà, le client, un courtier, il est devant chez moi, là, je n'ai pas ma maison à vendre, mais je n'ai pas encore fini de parler. Donc là, ce n'est peut-être pas la bonne approche à avoir.
Parce que là, j'ai dit des mots que je ne suis pas en train de dire que les courtiers, ce n'est pas bien. Je suis juste en train de dire que si mon intention est d'aider le client, bah là, il dit, mais pourquoi un courtier vient devant chez moi? Je ne sais Mais pas avant. il y a une autre manière qu'on peut se présenter aussi. Exact. Donc, la manière de se présenter, la manière d'accrocher le client va faire en sorte qu'il aura le goût ou non de poursuivre la discussion avec vous. C'est le plus important. On est là Ah, bah, pour sinon, les aider. On n'est pas là pour les nuire. ça vient avec une perception, j'imagine, quand on dit courtier, tout de suite les gens ils s'imaginent vendeur, Ouais. poussé. Il y a des mots des fois qui sont interdits, dire, je sais pas, je vais taper la porte et Félix, oh Félix, non, ferme pas, hein, c'est pas une arnaque, hein, ce que je veux dire. Mais là, pourquoi tu dis arnaque? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des mots des fois qui. Je suis un gars honnête, je suis un gars honnête, je suis un gars honnête. Ah, mais tu vois? Ouais, moi, je suis venu vous aider, mais je t'ai pas demandé d'aide. Là, tu sais. Ouais. Non, C'est pas des mots- c'est pas des- c'est des mots que tout le monde dit, mais c'est pas les bons mots. Mhm. Vous comprenez? Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller interroger tous ceux qui font de la prospection et qui n'ont pas de succès. Ils vont tous vous dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est des très beaux modèles pour ça. Mais ceux qui réussissent, ben, écoutez ce qu'ils font, puis copiez ce qu'ils font, vous allez réussir. Je veux dire, c'est simple comme ça, la vie. Là. Ouais. On apprend de ceux, soit on apprend durement parce qu'on fait des erreurs, ou on apprend des erreurs des autres, ou on copie ceux qui réussissent. Moi, si je veux faire du patinage artistique et devenir super bon, je vais me prendre le meilleur coach du truc. Je vais aller patiner avec ceux qui patinent bien. Je ne veux pas aller avec les débutants ou les poches de quelque part. Je vais aller pas apprendre le patinage, par exemple, là, dans un pays africain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste bête de même. Là. Entourez-vous de gens qui réussissent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont la même mission que vous, puis ça va être entraînant. Ouais, c'est sûr. Est-ce que je peux dire quelque chose de plus? Ou... Ah, ben, je t'en prie. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Ok, d'accord. Il est midi 25, on peut passer dans la deuxième partie, à moins qu'on ait une petite question. Nadjeri, tu as la main levée, vas-y. Quand on a un refus, en fait, quand on cogne à la porte, là, bon, on se présente, bonjour, vous allez bien, etc. Est-ce qu'on peut lui parler directement de son problème avec la compagnie où il fait la société financière ou quelque chose du genre, ou il ne faut pas le dire? J'ai vu que vous aviez des problèmes avec la cité financière, vous avez un avis de 60 jours. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ben, des fois, ils n'ont même pas de problème. Ouais. Parce que tu es en train de leur dire qu'il y a un problème quand ils n'ont pas envie d'entendre qu'ils ont un problème. OK, ouais, je me suis peut-être mal exprimé, là. Moi, je sais que tu t'es mal exprimé, mais je fais pas exprès pour souligner là, que tu t'es mal exprimé, c'est pas ça. Je veux juste te faire rendre compte que c'est exactement ce que dit Raphaël tout à l'heure. Les mots sont puissants. Donc, il faut utiliser les bons mots. Et pour utiliser les bons mots, ben, il faut se pratiquer, puis il faut connaître les 12 ou 15 objections les plus couramment utilisées par les clients pour être capable de toujours être capable de répondre à l'objection. Puis répondre à l'objection, ce n'est pas de donner une solution. Là. Répondre à l'objection, c'est de ramener le focus sur le problème. Pas de trouver une solution, c'est toujours de ramener le focus sur le problème. Alors, les gens, ils ont un problème, puis si vous allez là-bas, puis vous dites la solution, c'est je vais acheter ta maison, puis je vais te la louer, puis gna, gna, gna. Écoute, là, bon, ils ne veulent rien savoir de ça, là, surtout si tu le balances ça dans les 5 premières minutes que tu les rencontres. Ouais. Mais par contre, s'ils disent j'ai pas de problème et tout ça, mais tu les ramènes, mais qu'est-ce que vous allez faire si ça ne fonctionne pas? Ou la personne avec qui vous avez fait affaire, est-ce qu'elle a toutes les compétences? Parce que nous autres, c'est ce qu'on fait, puis moi, je suis prêt à m'asseoir ici et vous expliquer tout comment ça marche. Je veux juste vous expliquer, puis si ça ne vous plaît pas, moi, je me barre, je m'en vais. Puis, ils vont vous accueillir, puis là, après ça, ils vont voir que vous avez des bonnes intentions, vous êtes là pour répondre à leurs besoins. Puis là, la relation de confiance, ça va s'installer. La confiance, là, on n'arrive pas avec une seringue puis on donne ça à quelqu'un, tu sais, pac, tu me fais confiance. Ça ne marche pas de même. Ça se développe, ça s'entretient, ça se gagne, mais ça ne se donne pas. Et l'écoute en partant. Jacques, si tu me permets de répondre un peu à Géry, tu sais que si je m'en vais chez quelqu'un, je frappe à sa porte et puis je lui dis, ah ben, je sais que tu as des troubles là et puis des problèmes là, c'est des informations qui sont très privées. Puis même parfois, ça se communique pas, même avec les époux, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui rentre dans des détails aussi personnels que ça peut être un peu envahissant. Et puis,
ça peut être blessant à un moment donné, ça peut donner un rejet tout de suite, là, quelqu'un qui frappe à ma porte. Mais qui es-tu de venir me parler de mes affaires personnelles dont ma femme ne sait même pas, puis tu viens de cette façon-là. Il faut un peu, comment dire, amortir ça de façon que ça soit un peu plus convivial, de façon que peut-être, je sais que vous avez un petit problème, peut-être vous aimeriez qu'on s'assoie ensemble de regarder ça, mais pas tout de suite, là, vous avez un problème et puis je viens de l'extérieur, je ne vous connais même pas. C'est un peu privé, ces affaires de finances, là. C'est très touchy. D'ailleurs, Toufik, on offre à tous les mois, on offre un atelier sur comment répondre aux objections des clients quand on fait du porte-à-porte. Et on a vu, là, nos prospecteurs, ils sont passés d'un niveau à un autre niveau juste avec une formation comme ça parce que c'est simple, en fait. On s'imagine que c'est compliqué. On a toujours un petit peu peur quand on frappe à la porte, mais quand on évoque la bonne intention et on dit les bonnes choses, les portes s'ouvrent. Oui. Par exemple, je peux vous donner un exemple juste pour vous frapper une porte pour une hypothèque légale. Parce que personne qui travaille les hypothèques légales ici, là? Bon, il y a juste Raphaël puis moi, là. Personne. Pourquoi personne ne fait ça? Parce que j'imagine qu'il n'y a rien à faire avec ça, mais c'est fantastique parce qu'il n'y a pas de compétition. En tout cas, je suis content que vous ne faites pas ça, là, ça va super bien. Donc, ça nous laisse toute la place. Mais l'hypothèque légale, ce qui est le fun, c'est que quand on va les voir, on sait c'est quoi le montant, on sait c'est qui, on sait c'est quoi la maison. Puis quand on fait l'approche, la première approche, c'est super simple. C'est super simple. Moi, là, je leur dis, là, je viens vous voir parce que vous avez une hypothèque légale avec tel constructeur. Puis mon bureau m'a demandé d'aller voir tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui sont insatisfaits. Est-ce que vous voulez qu'on en discute? Oui, ça peut être Là, on rentre dans la maison, puis là, on peut parler de toutes sortes de choses après. Là. Une fois qu'on est assis à table, puis qu'on est reçu par les gens, on peut parler de toutes sortes de choses. Quand on est devant la porte, on ne peut pas parler de grand-chose. On n'est pas reçu encore. C'est le plus dangereux. La porte peut se refermer à n'importe quel moment. Oui, on a... C'est pas le truc, je mets le pied dans la porte, puis je vais absolument rentrer. C'est pas ça. C'est d'être invité à s'asseoir à table. Pas rester dans le portique. Là. Christine, est-ce que tu avais une question? Il faut que tu allumes ton micro. Elle est allumée, mais on ne l'entend pas. Là. Ah, il est allumé, mais on ne t'entend pas. Donc, Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. OK. Ben, en fait, c'est juste que ça me faisait penser que en rentrant ou en cognant à la porte, au lieu de parler de leurs problèmes, c'est un peu d'y aller de façon plus subtile puis de faire comme si on est avec vous, on est un peu dans votre équipe, là, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'ouvrent à nous plutôt que d'arriver avec nos solutions qu'ils n'ont pas demandé, en tout cas pas pour le moment. C'est un très bon point, Marie-Christine, que tu mets sur la table. Au passage, on vient en mode collaboration. D'ailleurs, on ne pourra jamais aider un client qui ne collabore pas. C'est impossible pour nous. Parce qu'on va avoir besoin de lui pour nous fournir ou faire certaines choses. Donc, c'est un très bon point, l'intention de la mode collaboration, parce que dans tous les cas, s'il ne collabore pas, avec toutes les solutions qu'on peut avoir, s'il ne collabore pas, on ne pourra pas l'aider. On a eu un dossier d'ailleurs qu'on a refusé aussi cette semaine. Il y avait de l'équité, tout ce que vous voulez sur la maison. La cliente ne collabore pas. Donc, comme elle ne collabore pas, ben, malheureusement, on ne peut pas l'aider, moi. Puis c'est sûr qu'en lui disant, par exemple, ma compagnie m'envoie parce qu'on a entendu que plusieurs clients étaient insatisfaits de cette compagnie pour laquelle vous avez une hypothèque légale, ben, ils se sentent tout de suite comme il y a quelqu'un qui m'a compris ou ils se sentent comme pas jugés, en fait, je dirais. Oui, puis il y a quelqu'un qui vient m'écouter. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'était le commentaire. Après ça, on pose une question ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Voulez-vous qu'on en discute? Oui, il reste un petit 30 minutes, Jacques. On aura d'autres périodes pour discuter. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui aimeraient savoir, parce qu'on peut en parler aussi, ça fait partie de la présentation aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut gagner à faire de la prospection en immobilier, les différentes sources de revenus? Est-ce que ça vous intéresse ou... Ouais. Bah, c'était une question que je voulais poser d'ailleurs. Si on trouve quelqu'un puis qu'on réfère cette personne, est-ce que c'est nous qui allons devoir faire le financement pour aider cette personne ou comment ça se passe, on va dire, la partie opération après la prospection? On va en parler justement. On va poursuivre et puis je vais parler des différentes sources de revenus qui est possible. D'accord? Donc, il y a 3 grandes sources de revenus qui est possible lorsqu'on va faire une
un sauvetage immobilier. Donc, un sauvetage immobilier peut être un prêt privé ou peut être un achat-rachat, dépendant de la situation du client. Hein. Souvent, ça joue à la porte de sortie. Hein. Si la porte de sortie est inférieure à 12 mois, on va y aller en prêt privé. Porte de sortie veut dire que le client va pouvoir se refinancer à l'intérieur de 12 mois ou vendre sa maison à l'intérieur de 12 mois. Donc, une porte de sortie à l'intérieur de 12 mois, on va pouvoir faire un financement. Si la porte de sortie est plus longue, hein, on peut avoir plein de problèmes, une proposition consommateur dans les pattes, un crédit qui est trop bas, pas de revenus, enfin, de trop bas revenus au moment où on se parle, ou peu importe, il peut y avoir plein de solutions. Bah là, on va y aller en achat-rachat. Donc, dans tous les cas de figure, il y a des frais de dossier. Donc, on facture des frais de dossier. Donc, c'est la première source de revenus. Deuxième source de revenus, c'est les intérêts sur l'argent prêté. En tant que prospecteur, hein, je vais trouver un dossier, j'ai facturé des frais de dossier, mais je peux également prêter mon argent. Il faut savoir qu'un prêteur privé, en moyenne, le marché, en premier rang, il va être à 12%, en deuxième rang, il va être à 15%. Donc, demain, tu prêtes, je ne sais pas moi, 100 000 $ à 12%, c'est 1 000 $ par mois de revenus quand même qui rentrent tous les mois automatiques. Et le prêt privé, c'est quand même relativement très passif. Hein. Il n'y a pas de toilette à déboucher ou il n'y a pas de locataire à gérer. Là, du moment où c'est installé, c'est automatique. Le seul risque dans un prêt à chaque fois, c'est que le client ne paye pas. Bien entendu, il y a plein de choses à vérifier pour s'assurer que le client va payer et qu'on va se rendre jusqu'au bout. Juste pour une petite aparté, nous, au Carrefour Immobilier, on ne prête jamais à un client où on sait qu'il va tomber en défaut. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je collabore avec Jacques et qu'on fait des investissements ensemble. Vous savez combien de maisons on a ramassé? On a saisi? Moi, je ne sais pas. Moi, je le sais. Non. Qui c'est qui a une idée? Zéro. Ça veut dire que s'il y a le moindre doute, il n'y a pas de doute. On préfère pas y aller que rentrer dans une phase qui va être drôle pour personne, ni pour nous investisseurs, ni pour le client. Alors oui, l'investisseur, quand il saisit, c'est là où il fait beaucoup d'argent, mais dans l'absolu, choisissez votre mission dans la vie. Nous, la nôtre, c'est d'aider les gens à garder leur maison. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir, donc, le deuxième source de revenus, donc intérêt sur l'argent prêté, c'est la deuxième source de revenus. Au passage, je veux dire que ça n'arrivera jamais, mais si on fait une bonne souscription, ça réduit considérablement le risque. Et la troisième source de revenus, c'est le revenu passif de l'achat-rachat. Hein. Quand on ne peut pas y aller en privé, on va y aller en achat-rachat. Ça aussi, c'est quand même relativement passif. Lorsque l'achat-rachat est installé, lorsque vous devenez propriétaire de la maison et que le client vous le loue à tous les mois, là, il paye son loyer tous les mois. En général, ça dure longtemps. Et puis, c'est très rare que si le travail a bien été fait au départ, les revenus sont relativement passifs. Donc, nous, dans notre équipe, on a un système de rémunération. Je vais vous le partager aujourd'hui pour montrer un petit peu, vous donner un petit peu une idée. Je ne sais pas si c'est assez gros, si vous allez voir mon écran, mais je vais tenter de vous le commenter. Donc, on a les 3 principales sources de revenus. Hein. La première, je ne sais pas si c'est assez gros, vous allez me le dire, je vais essayer de l'agrandir. Ouais, ça sera c'est mieux mieux comme ça. Ok, je vais le mettre comme ça. Donc, on a par exemple la première source de revenus qui est les revenus de prêt. En général, un prêt au Carrefour Immobilier, en moyenne, c'est 350 000 qu'on débourse. Donc, il peut y avoir des prêts plus hauts, des prêts plus bas, mais en général, c'est 350 000. D'accord? Le revenu par prêt va rapporter à peu près 2 000 $ de frais de dossier. Donc, ça veut dire que si je fais 2 prêts par mois, c'est vraiment pas beaucoup, ça me rapportait à peu près 4 000 $ de revenus. Donc ensuite, je fais des prêts, j'ai de l'argent à placer. Donc admettons que j'ai 50 000 $ à placer à 15%, puisque je suis en deuxième rang. Là, ça m'a apporté 625 de revenus par mois, donc 7 500 $ par année qui vient s'ajouter à mon revenu de prospection. Et quand je vais prospecter des gens pour les aider à garder la maison, fatalement, je vais tomber sur des locations achats. On ne va jamais prospecter pour dire, tiens, lui là, je vais le voir parce que je vais faire une location achat. Non, en général, on va le voir parce qu'on va essayer de faire un financement, mais le financement ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas la porte de sortie. Et là, l'ultime solution, c'est la location achat, l'achat-rachat. Et là, il y a des stratégies pour récupérer son profit au début et financer la maison avec 0 mise de fonds. C'est des choses qu'on fait avec nos prospecteurs au Carrefour Immobilier. Et en moyenne, ça va rapporter un 40 000 $ au moment lorsqu'on sort chez le notaire. Donc, vous sortez de chez le notaire avec un chèque d'à peu près 40 000 $. Donc, le but d'aujourd'hui, ce n'est pas d'expliquer comment je sors avec le chèque du 40 000 $. Là, c'est un montage qui est très complexe. C'est des choses que l'on fait. Mais tout ça pour vous dire, pour vous donner un petit peu de vision, je suis intermédiaire, je fais 2 transactions par mois, je place à 50 000 et je fais une location achat dans l'année. Je vais gagner un revenu similaire proche de 100 000 $. Je suis un peu plus avancé, je dirais même expert. Donc, je fais 4 transactions par mois, j'ai 100 000 $ à placer, que je vais placer en premier rang à 12%, et je vais faire 2 locations achats. Là, mon revenu explose, hein, ça augmente à 180 000 $. Je pourrais continuer les exemples à l'infini, mais là, si vraiment vous êtes un top gun, vous faites 6 transactions par mois, ce qui n'est pas d'ailleurs impossible à faire.
200 000 $ à placer et je fais 3 locations achats dans l'année, ce n'est pas le bout du monde de faire 3 locations achats dans l'année, bah là, le revenu explose considérablement. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pas le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de vendre du rêve et de dire, ouais, on va gagner plein d'argent à rien faire. C'est du travail, il faut se spécialiser, il faut savoir ce que l'on fait, mais des revenus colossaux sont possibles avec un gros avantage, c'est qu'on n'a pas tous les irritants que l'on peut avoir dans d'autres types d'investissements. Je pense notamment, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je pense notamment au multilogement ou au flip, où là, bah, j'ai une multitude d'inconnus avec les taux hypothécaires qui augmentent, avec le gars de la construction qui va venir, qui ne va pas venir, qui va me facturer ce qu'il tente, ce que ça lui tente, avec les délais qui ne vont pas être respectés, avec le locataire qui ne voudra pas partir, avec nous, quand on fait de la prospection, c'est plus binaire comme solution. Donc, ça veut dire que le focus est beaucoup mis sur le développement des affaires, sur développer notre aptitude à devenir un bon prospecteur, à devenir un bon conseiller prospecteur, parce que c'est ça qui est important, c'est ça que les clients ont besoin. Et si vous inspirez confiance à vos clients, bah, ils auront envie d'acheter vos solutions. Et quand ils vont acheter vos solutions, bah, c'est là que vous allez gagner de l'argent. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples de revenus qui sont possibles. Est-ce qu'on a des questions sur cette phase-là ou pas? Je suis sûr que vous en avez. Non, on n'a pas de questions sur l'aspect revenu? C'est bien. C'est que j'ai été clair, alors j'ai bien fait mon travail. Oui, Annick, il faut que tu allumes ton micro. Vous, est-ce que vous avez quand même une banque? Parce que nous, mettons exemple que le client, on ne peut pas le faire refinancer exactement à la banque. Vous avez en deuxième chance et tout. C'est un bon point, Annick, que tu abordes. En fait, nous, on est prêteur privé hypothécaire. On a nos investisseurs. On prête notre argent personnel, Jacques et moi. Au passage, on prête notre argent personnel dans tous les dossiers parce que je ne proposerai jamais un dossier à un investisseur dans lequel je ne suis pas capable de mettre mon argent moi-même. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que Jacques, à l'époque, m'a séduit me disant, je ne te proposerai jamais quelque chose où je ne mets pas mon argent. Donc, comme il mettait le sien, j'ai mis le mien. Et donc, j'ai copié la méthode qui fonctionne. Donc, on met notre argent personnel dans tous les prêts, puis on a une 60aine d'investisseurs qui investissent avec nous à travers leur RR, leur CELI ou des comptes non enregistrés ou des comptes entreprises qui leur permettent également de faire du prêt avec nous pour prêter dans les dossiers. Donc, oui, on est prêteur privé hypothécaire et dans notre équipe de prospecteurs, on a courtier immobilier, courtier hypothécaire qui permet à chaque fois toujours avant de prêter, nous, ce qu'on veut connaître, ce qu'on veut anticiper, c'est la porte de sortie. Est-ce que la porte de sortie va être une vente? Donc là, je vais prêter mon argent avec ce qu'on appelle une vente ordonnée. Donc, du moment où je te prête, t'inscris avec mon courtier et là, le courtier va le mettre en vente. Et puis comme ça, moi, mon courtier va me dire ce qui se passe et on va savoir quand est-ce qu'il va être vendu. Donc, je vais savoir quand est-ce que je vais récupérer mon argent. Ou je te prête et là, je te mets dans les mains de mon courtier hypothécaire qui, lui, je te mets dans les mains de 2 personnes. Je te mets dans les mains, par exemple, d'une personne de mon équipe qui est accréditée Equifax qui va redresser ton crédit. Et quand ton crédit va être bon, tu vas être dans les mains de mon courtier hypothécaire qui va travailler avec toi pour refinancer la maison. Dans tous les cas, l'objectif pour nous, c'est que le client soit vraiment pris en charge, qu'il ne soit pas laissé tout seul. Parce que par expérience, quand il est laissé tout seul et qu'il demande à son super beau-frère qui est je ne sais pas qui et qui l'a conseillé, à chaque fois, ça ne se déroule pas bien parce que ce que l'on fait, c'est un métier et ça prend des connaissances particulières. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Annick? Oui, c'est intéressant. Super. Parce qu'on est pas mal là-dedans, c'est ainsi beaucoup. Encore peut-être plus à venir. Oui, effectivement, le marché se resserre beaucoup. Donc, beaucoup de clients avec les hausses de taux ne passent plus à la banque. Donc, ça leur prend des solutions alternatives. Donc, nous, on est là pour ça aussi. J'ai vendu une propriété, puis il a fallu que je communique justement avec un client comme ça, mais c'était la vendeuse qui avait trouvé une solution. C'est une compagnie un peu comme vous, mais le monsieur est à Mirabel. Mais tu sais, quand je n'étais pas à l'aise. Tu n'étais pas à l'aise de quoi? Parce que là, c'est lui qui achetait pour eux la propriété. Puis là, eux autres, il fallait qu'ils refassent leur crédit. Mais tu sais, quand tu ne connais pas la personne ou l'investisseur, j'étais comme un petit peu frileuse à la situation qui agite avec lui. Parce que c'est eux qui ont donné la grosse mise de fonds.
sur la Je, propriété. je m'excuse, j'ai juste pas compris ton point. C'est qui achetait quoi? Ben, moi, mes clients que je magasinais avec eux, ils étaient approuvés supposément, puis tout d'un coup, ils ne sont plus, Ouais, la banque. Fait qu'eux, ils ont trouvé justement un prêteur dans votre genre là, qui fait des achats location comme ça. ouais, Le client, il a fallu qu'il donne quand même un gros montant. Là. ouais, bah c'est normal en fait. C'est ça. Mais là, tu sais, quand tu n'es pas habitué à ça, Oui, tu sais, je ne le connaissais pas du tout, puis c'est ça. il était correct, là, mais moi, j'ai trouvé ça une bonne alternative pour le monde parce qu'ils ont réussi quand même à avoir leur propriété. Puis, mais le suivi, c'est lui qui le fait après pour savoir pour leur crédit. Là. C'est important, c'est un bon point que tu emmènes, Annick, parce que effectivement, dans le marché du prêt privé, dans le marché de l'achat-location, et il y a peu de joueurs là-dedans, il y a de tout. Il y a des joueurs sérieux qui ont bien fait leur travail, qui sont structurés comme nous. Et puis, il y en a aussi un peu plus le Far West, là. Les prédateurs, on peut dire. Les Appelons-le comme ça. prédateurs, ouais, c'est ça. Ils sont un peu moins bien intentionnés. Donc, effectivement, ça nous est arrivé. D'ailleurs, cette année, on a sorti des griffes, si on peut l'appeler ainsi, d'une personne qui avait fait une location achat mal intentionnée, qui attendait justement la fin pour aller chercher les maisons parce qu'il savait pertinemment qu'au début de la location achat, la personne n'a jamais été capable de racheter. Donc, nous, on a fait ce qu'elle va faire. La personne a gardé la maison. Elle s'est refinancée. Merci, bonjour. Donc là, c'est réglé. Mais ça existe, ce que tu dis, ça existe vraiment. Il y a des gens, malheureusement, qui en font leur commerce. Ce n'est Ben, pas le cas de Carrefour, mais il y en a malheureusement qui en font leur commerce. Donc, c'est important de côtoyer les bonnes personnes et de. ben, ça me faisait peur parce que, tu sais, moi, là, j'ai pas pu voir le contrat quand ils ont acheté la propriété, dans le fond, là. Puis, moi, j'aime ça voir tout, parce que là, je me disais, ils se font-tu arnaquer? Puis, ils leur donnent juste 1 an, sinon, ils reprennent le total de la maison. Tu sais, Ça ressemble à ça. Là. ben, c'est ça. Puis, Si vous, on va laisser juste une année, ça ressemble ben, à ça. moi, j'ai pas vu de contrat. Puis là, j'ai dit à mes clients, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Puis j'étais comme mal qu'ils investissent un 50 000 là-dedans parce que je me suis dit, ils vont tout rénover avec le restant de l'argent. Puis après ça, est-ce que l'autre personne va dire, bon, ben là, ça fait 1 an, puis on reprend la propriété, mais le client a donné la mise et il a tout rénové. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir comment vous fonctionnez parce que moi, je trouve ça intéressant, ces choses-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont besoin de personnes comme vous. Oui, on pourra en parler en cas par cas si tu souhaites, Annick, si tu as des dossiers avec grand plaisir, ça me faire plaisir de t'aider. On a eu ce cas-là On a eu également un cas il n'y a pas longtemps, pendant d'ailleurs les fêtes de Noël, hein, une personne qui devait acheter une maison, promesse d'achat acceptée, finalement, elle n'a pas son financement. Elle avait 30% de mise de fonds, donc on a pu lui faire un prêt privé. Bing, on a fait le prêt privé. Finalement, elle a eu sa maison et le courtier a eu sa commission au passage, sinon la vente était morte. Et donc là, elle va se refinancer dans quelques mois avec notre courtier hypothécaire à la banque. Mais oui, c'est des choses qu'on est capable de faire. Il y a des critères à respecter, mais c'est des choses qu'on est capable de faire. Okay. Mais quand les personnes collaborent, comme vous dites, ça va bien. Oui, ben c'est primordial. Et puis, c'est la première exigence qu'on va dire, c'est plus le cas qu'on a eu entre Noël et le jour de l'an, là, quand le dossier est arrivé sur mon bureau, je fais là, ça va prendre la vraie collaboration, là, parce que la cliente est disposée à être, entre guillemets, j'exagère dans ce que je veux dire, mais à notre disposition pour que ça marche, là, parce que là, il y a un moment où j'ai avoir besoin d'elle, là, je ne peux pas le faire tout seul. Là. Et très collaborative, Okay. ça a super bien été. T'sais. Mais plus le délai est court, et plus sa collaboration doit être forte. Là. C'est ça. Puis on est comme tout le monde, nous, on n'aime pas trop les urgences. On aime bien prendre notre temps, on a des choses à vérifier. OK, c'est bon. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne sais pas si tu vois le chat, Jacques, parce que moi, je ne regarde pas au passage. Donc, Oui, on a eu des questions. Est-ce que vous voulez qu'on réponde aux questions ou pas? Oui. J'imagine qu'on va répondre aux questions. Marie-Christine qui nous demande, est-ce que vous cherchez à ajouter des prospecteurs dans votre équipe? Oui, très bon point, Marie-Christine. Oui, définitivement. On ne vend pas de formation au passage au Carrefour Immobilier. On fait quelques ateliers de ci, de là de temps en temps pour former nos prospecteurs et permettre à d'autres gens de voir ce que l'on fait. Mais définitivement, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui ont vraiment envie de faire ce que l'on fait, qui sont attirées par la niche, qui sont attirées par l'impact social qu'a la compagnie pour aider les gens et qui ont envie aussi de vivre de ça. Je vous ai montré des exemples de revenus qui sont possibles. Donc oui, définitivement, on cherche à ajouter des prospecteurs dans notre équipe. Donc, si vous pensez que c'est fait pour vous, je vais d'ailleurs
J'ai prévu quelques slides parce que j'anticipais un petit peu cette question. Donc, comme bon prospecteur aussi, j'anticipe moi les questions de mes prospects. Donc, je vais peut-être vous parler un petit peu pour qui c'est fait en général ce que l'on fait, parce que c'est bon de le savoir. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous en parle. Si ça ne vous intéresse pas, je n'en parle pas. Mais oui, Mais, je vais en parler. On veut savoir. Bon, déjà, la principale qualité numéro 1, si tu veux faire ce que l'on fait, il faut avoir des qualités de vendeur. Alors, je ne parle pas du… Je vais prendre un cliché, puis je ne dis pas que c'est tous les mêmes, mais je ne parle pas du vendeur de char qui essaye de vendre son char à tout prix. Bon vendeur, ce que j'appelle moi un bon vendeur, un bon consultant des ventes, un bon vendeur conseil qui est bien intentionné, qui a envie vraiment d'aider ses clients. Et comme il a vraiment envie d'aider ses clients, les clients vont lui faire confiance. Et comme ils vont lui faire confiance, il va faire une vente. Et comme il va faire une vente, il va être payé pour faire ça. D'accord? Donc, c'est plutôt vraiment la principale qualité qu'on va rechercher. Tu es bon vendeur, tu aimes aider les gens, tu es en action, tu as envie de faire ça, tu as envie de travailler en équipe. Travailler avec des gens comme nous, on va te donner du soutien, on va donner des leads, on va t'aider à closer tes premières transactions. Je sais ce que tu cherches à faire tout seul. Tu as vraiment envie de t'entourer et tu es un bon collaborateur. C'est la première qualité qu'on va rechercher, c'est d'avoir des aptitudes dans les ventes. Si tu n'en as pas, faut juste comprendre que ça risque d'être plus dur parce que tu vas avoir la courbe d'apprentissage à apprendre pour développer des réflexes de vendeur. Vous savez, moi, quand j'ai commencé avec Jacques il y a à peu près 3 ans, moi, j'ai été vendeur toute ma vie. J'ai eu des entreprises, mais j'ai été vendeur toute ma vie. Quand j'ai commencé avec Jacques, j'ai eu rapidement du succès, j'ai rapidement closé des transactions. Pourquoi? Parce que j'ai juste changé de produit. Mais la base de la vente, la base d'être un bon vendeur conseil, d'écouter mes clients, d'aller dans leur sens, de tout donner pour les aider, je l'avais déjà. Donc, si vous avez déjà cette aptitude-là, vous partez vraiment avec un point en avant parce qu'apprendre le produit, oui, le produit est très complexe, mais apprendre à le vendre, ce n'est pas très complexe. D'accord? Donc, première qualité. Deuxième qualité, c'est veut être libre de son temps. On a le gros avantage lorsqu'on fait notre métier, c'est qu'on a beaucoup de temps libre. On peut le faire à temps choisi. Il y a beaucoup de choses qui se font à distance. D'ailleurs, il y a énormément de choses qui se font à distance. Oui, on fait un peu de porte-à-porte, on envoie des lettres, des choses comme ça. Mais il y a énormément de choses qui se font à distance. Donc, ça permet d'être libre de son temps. Donc, ça, c'est un deuxième critère, une personne qui veut être libre de son temps et qui va avoir également un impact sur la société. On ne cherche pas des gens qui veulent vendre à tout prix et qui veulent conseiller n'importe quoi aux clients. Dans tous les cas, on vérifie tous les dossiers parce qu'on a un super service de souscription. Mais on cherche plutôt des gens bien intentionnés qui ont envie de faire ça, qui ont envie de travailler en équipe, qui ont envie de se joindre à nous et d'apprendre de nous et puis grandir avec nous. C'est ça le but. On a tout le setup qui est disponible, les leads, l'argent, la formation, l'encadrement. Il y a vraiment tout qui est dispo pour permettre à une personne de réussir. Donc, si c'est toi, je te reconnais là-dedans, avec grand plaisir je vais laisser mon calendrier dans le chat, là, on pourra se prendre une petite discussion ensemble. Ça va nous faire extrêmement plaisir de rentrer un petit peu plus dans le détail, expliquer ce que l'on recherche, te connaître un petit peu mieux, t'expliquer également ce que ça implique. C'est important que tu aies l'heure juste avant de commencer. Et puis voilà. Après, let's go vers le succès, c'est fait pour toi. Raphaël, quand tu parles d'être libre de son temps, tu envisages combien de temps pour avoir un certain succès, on va dire, dans cette prospection, si on fait ça sérieusement? C'est toujours pareil, c'est qu'il y a des choses ça va être différent pour plusieurs personnes. La première des choses, c'est quoi ton background dans les ventes? Est-ce que tu es déjà une personne qui a déjà fait beaucoup de ventes dans ta vie, donc ce côté-là relationnel, tu l'as déjà inné, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas devoir développer? Donc ça, déjà, ça va changer d'une personne à l'autre. Parce que si tu dois le développer, il faut déjà le développer. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est le temps que tu vas investir dedans parce qu'il y a toujours, comme dans n'importe quel métier, je pense il y a beaucoup de courtiers aujourd'hui, aujourd'hui, pas ce soir, on n'est pas encore le soir, beaucoup de courtiers immobiliers. Je pense que dans votre première année de courtier immobilier, ce n'est pas l'année-là où vous avez cassé la baraque. D'accord, c'est la première année où vous avez fait des erreurs, vous avez un petit peu appris, et puis à force d'apprendre, vous avez continué, et puis aujourd'hui, vous avez des super résultats. C'est vraiment pareil pour nous. Donc, je dirais qu'il faut investir du temps, c'est sûr. Il faut investir du temps dans sa prospection et dans sa formation. Ça, c'est très important. Mais je ne saurais pas te donner de chiffres exacts parce que ça va
ça va changer d'une personne à l'autre. Mais si je peux te donner un ratio, hein, tu vas taper une dizaine de portes sur 10 personnes, sur 10 portes que tu vas taper, tu vas peut-être en parler à 5. Sur 5, tu vas en closer 20%. Donc, ça ressemble à peu près à ça. OK, merci. Une question, est-ce qu'on va chercher si des investisseurs aussi? Oui, pour prêter en prêt privé? Oui, Oui, absolument. OK. Absolument. Puis, Toujours, le Dans le prêteur fond, privé, le prêteur privé est toujours en recherche d'argent au passage. Je vais vous donner le lien dans le chat là, pour aller voir des vidéos, voir comment on travaille, hein. Et si ça vous intéresse, on pourra vous intégrer comme investisseur. Alors, je voudrais juste préciser une chose, là. Contrairement à d'autres entreprises où vous prenez votre argent de votre REER ou votre CELI, puis vous mettez ça dans un fonds, puis que l'argent va à la compagnie, puis qu'il prête. Avec nous, votre CELI, votre prêt, il va être enregistré sur le prêt hypothécaire. Donc, ça va être vous qui allez être le vrai propriétaire de l'acte hypothécaire. Contrairement à avoir des actions, des actions dans un fonds qui, lui, détient les hypothèques, ce qui est complètement différent. Ouais. D'accord? C'est comme un peu mettre ses cryptos chez FTX, puis que FTX disparaisse, ou d'avoir vos cryptos sur une carte privée à vous. Okay? C'est la même affaire. en combien de temps, Ça vous appartient. en combien de temps tu récupères ton argent à peu près? La moyenne des prêts, c'est quoi? C'est-tu 2 ans, 3 ans à peu près? Non. Tous les prêts, c'est inférieur à 12 mois. OK, c'est derrière 12 mois, OK. En général, 6-8 mois, ça dure un prêt. OK. Donc, on facture de l'intérêt seulement. C'est-à-dire que le client va payer les intérêts pendant la période de remboursement, et puis à la fin, il va rembourser la somme qu'il a empruntée. Puis en termes de montant, c'est quoi à peu près? On démarre quoi avec 100 000, 150, 200? C'est combien qui est le Je montant dirais idéal? un montant idéal pour commencer, c'est 100 000 $. C'est vraiment le top. 50, on va pouvoir le prendre, mais ça fait quand même beaucoup de prêteurs. Quand on veut prêter 500 000 $, ça fait beaucoup de prêteurs sur un prêt. Mais voilà, on a des prêteurs à 50 000, on a des prêteurs à plusieurs millions. Mais entre 50 et 100 000, c'est un bon montant pour commencer. Parfait, merci. Il reste un petit 5 minutes, Jacques. Donc, je veux juste rappeler avant de partir que demain, on a le 5 à 7 à Mont-Tremblant. Donc, si vous avez aimé ce qu'on a dit aujourd'hui et que vous avez le goût de venir nous parler, que vous avez le goût de faire la route et que Mont-Tremblant vous La tempête est finie. Comment? Que la tempête va peut-être être finie. Oui, sinon, on prendra le créneau pour y aller. Mais, le petit renne avec le petit renne. donc J'ai demain, mis on dans a le lien, Raphaël, le lien pour vous inscrire si vous voulez devenir prêteur privé. Et puis par la suite, vous allez recevoir un courriel avec une vidéo qui va vous expliquer comment on fait la qualification des clients. Comme ça, vous allez voir un peu comment on fonctionne. Ça devrait être très rassurant pour vous. Là. Vous allez voir comment on travaille. Là, on est sérieux dans notre démarche. Et je vous rappelle, on prête personnellement notre argent à chaque fois. Quand je dis personnellement, c'est de l'argent de notre famille. C'est soit Raphaël ou moi ou nos conjointes. Ouais. On croit en ce qu'on fait, sinon on ne le ferait pas. Et s'il y en a qui viennent à Mont-Tremblant, si jamais il y en a qui viennent, vous viendrez me voir. Ça, je ne vais pas en parler en vidéo, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez optimiser vos CELI et votre travail de prospecteur. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste pas longtemps. On arrive à la fin ou là, même pas un petit 2 minutes. Donc, pour résumer tout ça, bien prospecter, c'est régler les problèmes. Hein. Vous l'avez vu dans notre niche, nous, ce qu'on fait toute la journée, c'est qu'on règle des problèmes chez des gens. Et comme on règle des problèmes chez des gens, bien, ils achètent nos solutions. Hein. Ce n'est pas nous qui leur vendons, c'est eux qui achètent. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, que vous soyez courtier immobilier, courtier hypothécaire ou vous faisiez des affaires quelle qu'elle soit, si vous voulez que vos clients achètent vos produits, votre focus numéro 1 doit être sur leurs problèmes. Si vous êtes capable de régler leurs problèmes, ils vont acheter vos solutions. Donc, j'espère que vous avez aimé votre heure d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. Hâte de vous rencontrer ceux qui viennent à Mont-Tremblant, hâte de vous rencontrer ceux qui prennent rendez-vous sur mon agenda, et puis hâte de vous revoir ceux qui reviennent à nos événements. On fait ça tous les mercredis, tous les 2 mercredis à midi.
Donc, normalement, vous êtes inscrit, vous allez recevoir un petit rappel. On va parler de prospection à chaque fois. Puis, au plaisir de tous, de toutes et tous vous revoir. Et merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une Merci bonne beaucoup. semaine. Bonne journée. Au Bye tout revoir. le monde. Bye.